Il a dirigé au moins 5 ministères où il se plaisait à rejoindre de grandes clientèles, surtout en région. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Picotte. Bonjour. M. Picotte, en 1985, les libéraux reprennent le pouvoir. Ça fait déjà plusieurs années que vous siégez à l'Assemblée nationale. Vous attendiez sûrement être nommé ministre. Comment vous l'avez appris? Ouais, d'abord, on n'est jamais sûr d'être nommé ministre, la prérogative du gouvernement, du premier ministre, c'est-à-dire. Sauf que il y a un élément qui est important, c'est que j'avais tenu le fort dans Mauricie durant fort longtemps. J'avais été seul la plupart du temps pour défendre. Il y avait eu Paul Philibert, il avait été élu dans une élection partielle, là, mais en dehors de ça, puis j'avais fait beaucoup de régions, donc c'est certain que je souhaitais, en tout cas, qu'on pense à moi. Puis effectivement, M. Bourassa m'a appelé. Ce qu'on m'avait dit dans le temps, des vieux chums là, qui étaient associés un peu au bureau du premier ministre, m'avait dit, le premier ministre, là, le premier soir, il appelle ces gens là, qui veulent avoir à tout prix, puis qui veut consolider, puis après ça, le lendemain, il finit son conseil des ministres, puis la troisième journée, ou en tout cas, dans la troisième journée, il fait ce qu'on appelle un peu de chaise musicale. Il y a des fois des choses à ajuster ou quoi que ce soit. Alors moi, je savais, parce qu'on m'avait dit, M. Bourassa va commencer à soir à appeler son monde. Fait que dans mon esprit à moi, je me suis dit, probablement que ça va aller à demain. Il va probablement m'offrir un dossier qui est un dossier là, pour me commencer, là, à cause d'une non-expérience que j'avais. Il y avait des gens qui avaient de l'expérience un peu dans son entourage aussi. Mais à 11 h le soir, 11 h moins 10 plus précisément, le téléphone sonne. Ça fait qu'à cette heure-là, il n'y a pas grand monde qui t'appelle. Puis je savais que Robert Bourassa travaillait le soir. C'est M. Bourassa qui appelle. J'étais bien heureux. Je pousse ma conjointe, puis j'ai dit, effectivement, c'est lui. T'sais. Et là, M. Bourassa me dit, es-tu prêt à prendre du service, là, puis es-tu prêt à donner du temps pas mal? Alors, j'ai dit, regarde, moi, je suis toujours disponible. Je suis en politique pour ça. Alors, il dit, ben, j'aurais loisir, chasse à pêche, puis tourisme. Alors, moi, je pensais qu'il me donnait un choix, soit le loisir, la chasse et la pêche, ou le tourisme, parce que c'était deux ministères différents. Ça fait que j'ai dit, tu veux que je choisisse un des deux? Non, non, il dit, je te donnerai les deux si ça te convient. Ah, j'ai dit, très bien, ça me convient. Je me dis, peut-être qu'il aurait dû m'offrir l'agriculture. J'avais fait le programme agricole du parti, puis tout ça. Mais Robert Bourassa est un sage. Hein? Robert Bourassa savait très bien que quand tu fais le programme du parti dans une matière, bien, que tu es plus vulnérable, là, puis il ne te donne pas nécessairement une bonne chance en te nommant là, parce que là, les gens ont des exigences. Hey, t'es venu nous voir, tu nous as dit telle affaire, puis regarde, t'es pas capable de le faire. Tandis qu'au moins, quand c'est un autre qui est là, bien, c'est pas nécessairement toi qui as pris des engagements. Alors, Bourassa est un sage en politique. Et puis, moi, ce qui me satisfaisait, c'est que j'ai toujours rêvé, si j'avais des fonctions à faire au niveau gouvernemental, que ce soit avec des clientèles importantes en région. Alors, je ne pouvais pas être mieux servi. Écoute, dans tout le domaine du loisir, il y avait je ne sais pas combien d'organisations de loisirs et de sport au Québec. Hein? Il y avait la chasse et la pêche. Écoute, il y avait au-delà d'1 million de chasseurs-pêcheurs au Québec dans le temps, des réserves. En tout cas, finalement, je tombais dans le trafic direct, là. Et puis, j'étais bien heureux. Puis touristique, ça m'intéressait aussi parce que j'avais un coin que je voulais avoir développé au niveau touristique chez nous. Puis j'en avais parlé abondamment. D'ailleurs, c'était dans mes priorités, je pense que j'ai donné au début là, de ma carrière politique. Alors, à partir de ce moment-là, j'étais bien heureux.
Et puis, je me suis dit, bon, ben là, il va y avoir de l'ouvrage à faire, puis je vais faire de l'ouvrage, puis là, il faut que je sois à hauteur de la situation. Quand la transition se fait d'un premier ministre à l'autre, il y a toujours des dossiers qui deviennent prioritaires. Or, j'apprends à mon assermentation, une demi-heure après, quand je rencontre mon sous-ministre, puis quand M. Bourassa me parle, j'apprends que je devrais régler rapidement le dossier du manoir Richelieu. À l'époque du conflit, là, au manoir Richelieu. On sait très bien que le gouvernement avait le manoir Richelieu, ça avait été administré un certain temps là, par le gouvernement, tout ça, puis ça fonctionnait pas. Finalement, il y avait eu un appel d'offres avec le PQ. C'était Marcel Léger qui était mon prédécesseur à ce moment-là. Et Marcel Léger avait négocié tout ça, puis avec Pierre-Marc Johnson, qui était premier ministre dans le temps. Et il y avait eu une entente pour le vendre à Raymond Malenfant. Alors, on m'a dit, ça, c'est prioritaire, il faut que ça se passe rapidement, parce que c'était déjà dans le collimateur, c'était signé. Là. Il restait seulement que les modalités établies. Ah. Quand je suis arrivé avec le dossier du manoir Richelieu, et que Raymond Malenfant, tel qu'on connaît l'histoire aujourd'hui, a voulu se débarrasser du syndicat d'une certaine façon, puis a refusé qu'un certain article de la loi s'applique, on a tombé à l'Assemblée nationale, là, dans le jus passablement avec ça. Alors, j'ai appris mon métier de ministre par les questions à l'Assemblée nationale. Autrement dit, ma spécialité qui était de questionner les ministres, là, je suis fait renverser ça un peu parce que là, c'était le ministre qui se faisait questionner. Et on se rappelle qu'il y a eu beaucoup d'épisodes là-dedans. Il y a eu la mort de M. Harvey à un moment donné dans l'épisode du manoir Richelieu, le syndicat qui était plus qu'opérant. Il y avait eu des bombes déposées à gauche et à droite. En tout cas, ça avait été une époque assez houleuse et mouvementée. Quand tout a été terminé, là, je me rappelle que M. Bourassa m'avait dit, bon, je veux te féliciter pour la façon dont tu as tenu le fort dans l'histoire du manoir Richelieu. Maintenant, je te considère comme un pro. Ah ben, Bourassa m'avait dit ça. Ça m'avait fait plaisir, évidemment. Mais c'est là que j'ai appris, là, sur le tas, puis au dur, là. Pas rien qu'au jour le jour, au dur le dur, là. Parce que personne ne nous fait de cadeau dans ce temps-là, là. J'avais le goût parfois de dire à mes collègues de l'opposition, qui étaient de PQ, c'est vous autres qui l'avez préparé, ce dossier-là. Là. Fait que si on est dans ce que vous croyez qu'on est, là, c'est parce que vous êtes à l'origine de ça. Mais tu sais, même si tu dis ça à l'Assemblée nationale, ça avance pas plus les affaires parce que il faut que tu comprennes l'opposition. L'opposition, quand quelque chose est dans les journaux tous les matins, puis c'est hot, comme on dit dans le langage, elle n'a pas le choix de poser des questions à l'Assemblée nationale. Ça fait qu'elle fait comme ça ne savait rien du dossier, tu sais, quand tu sais qu'ils savent tout. Ça fait que des fois, ça... Mais c'est ça, le job d'un ministre. Moi, le plus beau conseil que je donne aux politiciens, à ceux et celles qui s'engagent en politique, c'est que je leur dis, essayez de compter le moins de menteries possible, ça vous en fait moins retenir. Hein? Parce que, tu sais, quand tu commences à torturer un peu la vérité, là, ben là, tu vas dire à un telle chose, puis tu peux la même version à l'autre, puis tout ça. Finalement, il n'y a plus personne qui te croit. Donc, je pense que la meilleure des façons, des fois, c'est plate à dire, là, parce que quand tu dis la vérité, puis tu y vas directement, des fois, tu bouscules du monde. Moi, j'ai fait ça souvent dans ma carrière politique, bousculer du monde, parce que, hey, regarde, c'est comme ça, puis ça fait ton affaire, ça fait pas ton affaire, mais c'est de même, la réalité. C'est mieux que d'essayer de te valser. Je ne suis pas un bon danseur, de toute façon. Vous parlez de bousculer du monde. Il y a un groupe que vous avez bousculé aussi, c'est les organismes de loisirs en réduisant considérablement les subventions en arrivant au ministère. Ma marque de commerce, moi, quand j'ai été ministre, c'était toujours d'être un peu réformateur, de refaire les choses. Je suis persuadé, hein, je suis un peu de la conviction de ce qu'on entend beaucoup de ce temps-ci, là, c'est que le gouvernement fait le maximum pour couper ses dépenses. Mais s'il ne remet pas en question des programmes, bien, je regrette, là, mais on va être dans un trou béant, on va toujours s'enliser, Quand je suis arrivé dans le ministère, il m'a dit, ben oui, on faisait ça comme ça, là, configurer la sorte de loisirs. Y a-t-il moyen qu'on fasse un petit peu plus de guichet unique? Y a-t-il moyen qu'on fasse des choses autrement? Puis là, ben,
je suis arrivé, et de concert avec mes sous-ministres, parce que j'ai ordonné aux sous-ministres. La première chose que je faisais en arrivant dans les ministères, moi, je rapatriais le pouvoir de signature à mon bureau. Ah, ben, hey, quand j'ai fait ça la première fois, là, tout le monde s'est mis à me dire, vous n'avez pas fini de travailler, monsieur le ministre. On va travailler, je suis payé pour ça. Je suis payé pour ça, travailler. Quand tu rapatries les pouvoirs de signature à ton bureau, tu peux avoir un meilleur contrôle. Puis là, tu peux poser les meilleures questions, puis dire, regardez. Fait que là, moi, j'ai dit aux sous-ministres, faites du ménage là-dedans. On peut-tu commencer à parler de guichet unique? On peut-tu commencer à jumeler des choses? Alors, moi, j'ai organisé un sommet de la chasse, de la pêche. J'ai organisé un sommet sur les loisirs. On a remis une foule de choses en question. Puis moi, je disais aux gens, parce qu'on commençait à délaisser l'histoire du gouvernement-providence, là, tu sais. Là, on parlait du gouvernement accompagnateur, là. Fait que j'ai dit, regardez, vous avez deux choix, là. Ou bien vous vous asseyez avec moi, moi, vous donner un bureau permanent dans mon ministère. Vous vous asseyez avec moi, les organismes. Puis là, on essaye ensemble de trouver une structure qui favorise à la fois vos affaires, qui vous défavorise pas trop, puis qui fait en sorte que le gouvernement épargne de l'argent parce qu'on est rendu à cette époque-là. Ou il y a une autre situation que vous pouvez privilégier, mais dites-moi, c'est ça qui est important que je sache. Hein? Vous dites, monsieur le ministre, ce que vous allez faire, vous allez bien le faire. Ça me surprendrait que vous me disiez ça, là, parce qu'habituellement, un ministre fait hamabin au gré de sa clientèle, là, il est hamabon. Mais j'ai dit, vous avez le choix. Mais si vous me dites que ce que je vais faire va bien le faire, je suis prêt à le faire. Il y avait de la grogne un peu au début, parce que les gens, surtout du côté des syndicats, disaient, bien, écoutez, si vous allez vous asseoir avec le ministre, il y a un bureau, il va vous contrôler. J'ai fait des sommets où il y avait beaucoup de monde. On a commercialisé la truite mouchetée, ce que la Fédération québécoise de la faune n'aurait jamais voulu faire, mais on a compensé ça par d'autres choses, puis les gens se sont habitués à travailler dans un climat semblable à ça. Oui, mais là, il y avait toutes sortes de réformes que vous avez apportées. Somme toute, ça s'est bien passé durant votre premier mandat de ministre. Arrivent les élections de 89, vous vous représentez, vous aviez pris le goût du pouvoir, certain. Ah oui, oui. D'abord, moi, j'avais fait le tour du jardin au loisir. Il fallait que M. Bourassa me change. C'est qu'on était dans une période où le gouvernement-providence n'existait plus, donc c'était le gouvernement accompagnateur. Donc là, c'était le gouvernement qui sabrait dans les programmes. Alors moi, j'avais fait tout le tour. J'avais réussi à faire mieux avec moins, avec l'aide des organismes responsables. J'ai travaillé avec les agents de conservation, j'ai travaillé avec tout ce monde-là. Là. Bon, à partir de ce moment-là, je voulais plus rester à ces endroits-là parce que je ne pouvais plus faire de développement. Alors, c'est plaisant dans un ministère quand tu es capable de faire un certain développement. Tu fais du ménage. Ce que tu récupères, bien, tu peux l'associer à d'autres choses, puis tu fais en même temps du développement. Ce que j'avais réussi à récupérer, par exemple, aux touristes, quand j'étais aux touristes, bien, j'ai récupéré suffisamment d'argent en modifiant les choses que j'ai dégagé une certaine forme que le Conseil du Trésor m'a ordonnée pour faire une politique, là, par exemple, de paiement aux clubs de motoneige, là, des fameuses machines là, que Bombardier a mis en place là, pour entretenir les chemins de motoneige. Alors, il fallait qu'un autre prenne la relève. C'est ce que M. Bourassa a fait dans sa sagesse aussi. Quand est arrivée la deuxième vague, évidemment, c'est la question pour laquelle on a commencé à jaser. Quand il est arrivé de 89, là, le nouveau cabinet, le nouveau conseil des ministres, oui. C'est ça. M. Bourassa m'a envoyé aux affaires municipales et à l'habitation. Honnêtement, quand ils m'ont offert ça, je n'étais pas emballé. Je n'étais pas emballé parce que, pour moi, c'était une clientèle qui était trop limitée. Et c'était un peu de ma faute, par exemple, parce que j'avais mentionné à quelques reprises à M. Bourassa qu'il n'était pas question qu'il aille en agriculture. J'avais fait le programme agricole, puis compte tenu que je n'avais pas été nommé au début, j'avais dit, bon, ben regarde, il m'a fait d'autres choses, puis, tu sais, j'avais comme mis l'agriculture un peu de côté, il n'a pas voulu m'envoyer là, bon, ben, qu'il envoie d'autres, puis ça fait pareil, puis moi, je vais faire d'autres choses. Là. Alors, je disais à M. Bourassa assez régulièrement, offre-moi pas l'agriculture, je disais, bon.
Mais vous avez duré seulement 1 an aux affaires municipales pour Bien, l'habitation. Vous n'avez pas aimé ça? Là, quand il m'a envoyé aux affaires municipales, je l'ai questionné, puis j'ai dit, je trouve pas que c'est un ministère qui en tête beaucoup. Il m'a dit, Yvon, c'est parce que tu regardes pas ça de la bonne façon. Il dit, tu étais un bon négociateur. Il dit, tu étais un gars qui a une facilité à jaser. Il dit, tu sais, là, il dit, les maires, là, c'est un peu nos égaux, là. Il dit, vu comme ça, je me suis dit, oh, OK, je vais le prendre. Mais je peux pas dire que j'étais en balai tout cassé, puis il n'y a pas de réforme, parce que les réformes, il faut de tout, ça soit fait à la table Québec municipalité. On multipliait les tables. Tu sais, on pouvait pas, à un moment donné, arriver et dire, hey, on s'assoit-tu, la gang de chums ensemble, puis on trouve-tu une solution, là, ça presse, tu sais. Fallait tout, ça se fasse dans un cadre bien rigide, précis, avec des règles, puis des ci, puis des ça. Il y avait 2 unions municipales. Ce qu'une voulait avoir, l'autre ne voulait pas l'avoir. C'était plus compliqué un peu. Les petites municipalités, les grosses municipalités. Les petites nous disaient, vous donnez tout aux grosses. Les grosses disaient, arrêtez d'en donner aux petites, ils sont après mourir pareil. Puis, je suis allé là. J'ai pas nécessairement détesté ça. J'ai appris à travailler avec ces gens-là. Il y a même mon style, pour la majorité du temps, là, qui était assez direct aussi. Mais est arrivé une époque où le gouvernement avait encore besoin de plus de liquidité, puis là où il y avait encore un resserrement des finances publiques, là. On était un gouvernement qui avait passé de providence à accompagnateur, puis là, après, on est allé facilitateur, puis en tout cas, on finissait pas de chercher des mots dans le dictionnaire pour tâcher de corriger les situations. Là, j'ai dit, M. Ryan est arrivé avec la réforme municipale. Mais pas la réforme municipale comme telle, mais il était ministre de l'Éducation. Il est arrivé avec le fait que pour aller chercher de l'argent, il fallait aller piger dans l'assiette fiscale des municipalités. Pour les commissions scolaires, ça? Pour les commissions scolaires, en faveur des commissions scolaires. Donc, on enlevait une marge de manœuvre aux municipalités dans la taxation pour la donner aux commissions scolaires. Alors, on s'est retrouvés, et là, M. Ryan, évidemment, lui, il n'était même pas question d'avoir des discussions avec ça. C'était d'imposer, puis tout ça. Alors, moi, j'avais eu je m'en cache pas, j'avais eu des discussions assez musclées au Conseil des ministres. J'avais eu des discussions au caucus assez musclées aussi, avec M. Ryan et avec d'autres qui étaient favorables à ça. Puis moi, j'avais dit à M. Bourassa, regarde, moi, je ne peux pas m'associer à ça. Je ne peux pas m'associer à ça, là. Quand j'étais sorti du caucus, où j'avais brassé à cache pas mal, des journalistes m'avaient interrogé. Et puis, j'avais dit, peut-être pas textuellement comme je vais le dire là, parce que j'ai pas la mémoire là, de la manchette j'ai pas de manchette en mémoire, là, mais j'avais dit que mon gouvernement n'avait pas de bon sens d'aller établir une politique comme ça. C'est évident que, comme ministre, c'est assez gaillard. Et là, Jean Parisella, John Parisella, qui était chef de cabinet, m'avait appelé pour me dire que j'avais manqué de solidarité puis que ça allait peut-être être grave. Ça fait que j'ai dit, tu vas me donner un rendez-vous avec M. Bourassa, j'ai de quoi aller y jaser. Puis là, j'étais décidé du garde, non, moi, ça m'allait pas, puis j'étais pas capable. C'était presque, c'était quelque chose de vie. Pour moi, c'était important. Alors, là, c'est là que, dans une discussion que j'ai eue avec M. Bourassa m'a dit, je pense, il dit que, garde, donne-moi un petit peu de temps, là, puis il dit, il va sûrement se passer quelque chose, puis je vais te reparler, puis ça. Fait que finalement, je suis jamais allé voter pour la réforme municipale. Je n'ai pas été voté, je me suis abstenu de voter. Il avait dit ça, demandez-moi pas. Je n'irai pas voter contre, mais je n'irai pas voter. Bon. Et aux affaires municipales, il y a un gros dossier aussi que vous avez hérité. C'est pas l'époque de la crise autochtone? J'étais sur le comité de crise autochtone. Et là, je peux te dire qu'on a passé tout un été spécial, là. La situation n'était pas facile. Les gens ont toujours pensé que la situation était facile, mais puis tout le monde disait, puis ça me choquait, parce que les gens disaient, le gouvernement ne met pas ses culottes. T'sais. Mais mettre ses culottes, ça aurait été à quel prix là, dans ce dossier-là? Puis je pense que si la population là, avait été mise dans la même situation que nous autres, il n'aurait pas pu agir plus facilement qu'on l'a fait. Puis d'une autre façon, il fallait respecter ce cadre-là, là, parce qu'il y avait trop d'enjeux.
il y avait trop d'enjeux dans cette histoire-là. Alors, mon passage aux affaires municipales, bien, ça a été doublé, évidemment, d'une crise comme la crise d'Oka, qui a monopolisé beaucoup de temps durant cet été-là. Et ça a été monopolisé aussi par le changement de cap un peu là, de la fiscalité municipale. Et pas longtemps après, c'est là que M. Bourassa m'avait convoqué pour me dire... M. Bourassa savait très bien que j'ai toujours, dans tous mes discours, partout où je m'impliquais, parler de développement régional. J'ai toujours pensé que le développement régional était le parent pauvre de tous les gouvernements au Québec. Hein? J'accordais une grande importance au développement régional. Et compte tenu qu'il savait que je ne voulais pas avoir l'agriculture, bien, évidemment, quand il m'a appelé pour me dire « Yvon, tu peux apprendre d'autres défis? » Ben, ça dépend desquels. Et c'est là qu'il m'avait dit, parce qu'il savait que je ne voulais pas voter de toute façon pour la réforme non plus de la fiscalité municipale, il dit développement régional. Ah, développement régional. Ah ben, ça, c'est sûr là, qu'il venait me chercher dessus. Puis il dit, je jumelle ça avec l'agriculture, ça se marie bien, puis là, il me fait toute une théorie autour de ça. Fait que là, là, on va reconnaître un peu Robert Bourassa, hein. Il savait que je ne voulais pas avoir l'agriculture, mais il a mis le ruban du développement régional après, puis finalement, ben, je me suis en allé dans cette orientation. Mais dans votre esprit, est-ce que ça allait bien ensemble, ces deux ministères-là? Oui, ça allait bien ensemble, parce que on avait fait du zonage agricole, donc, puis on voulait faire du développement économique. Mais tout le monde voulait avoir des commissaires industriels, mais tu sais, quand tu arrives dans une région où tu es zoné mur à mur, bien, c'est pas un commissaire industriel, ça te prend parce que les industries ne peuvent pas s'implanter là, c'est un commissaire agricole. Alors là, il fallait commencer à faire de cette espèce de brassage de cartes-là. Et là, je suis arrivé au développement régional, puis j'ai dit, là, on va changer de façon de faire du développement régional. On va faire ça en région. On va nommer des sous-ministres en région. Là, je prenais à boucher de trépin. Mais dans le fond, c'était ma façon à moi. Elle m'a dit, tu m'as passé ça un peu, mais je m'attends à passer une petite vite rapidement aussi. J'étais un peu ratoureur, là, tu sais. Moi, je voulais que ça marche, les affaires. Ça fait que c'est là qu'on a fait la réforme du développement régional, puis ça a été... évidemment, j'ai tellement réformé de choses, tellement changé de choses, j'ai tellement bousculé de choses que parfois, ça passe serré. Bien, il fallait que ça passe serré. C'est ça, un politicien. Un politicien, ça ne peut pas se faire dire oui tout le temps. Mais c'est pas là que vous avez aboli l'OPDQ aussi, l'Office de planification de développement? D'abord, on faisait des réunions, des sommets régionaux, là. Puis là, on disait aux régions, là, on s'en va dans votre région, là, avez-vous des projets? C'est comme quand tu dis à un enfant, c'est le temps de Noël qui s'en vient, as-tu des cadeaux de Noël que tu veux avoir? Fais-moi-en de Nice, puis tu n'imites pas Alice. Je peux te dire que tu vas peut-être bien être obligé de t'acheter un magasin de bébelles, là. Mais ça, c'est la même affaire. On disait, on fait un sommet régional. Si vous avez des projets, présentez-nous-les, on va les évaluer. Alors, on en recevait 300-400. Puis on avait des dépenses pour 200 millions, puis on avait 12 millions à mettre là-dedans. Ça fait que tu créais bien trop d'espoir, puis tu forçais le monde à te faire des projets, puis tu étais sûr que tu étais pour leur dire non. Nous autres, on les forçait parce que les autres avant les forçaient parce qu'ils disaient « Ouais, mais ils vont sortir des bons, puis on va avoir les meilleurs. » Non, regarde, on va prioriser ça autrement, là. Fait que moi, j'avais dit, il en reste 2 sommets économiques. Quand je me traîne au Conseil du Trésor, puis j'avais dit ça à Daniel Johnson, je me traîne chez vous pour avoir de l'argent. Vous trouvez tous les moyens pour me dire non. Moi, je suis obligé de partir au nom de tout le monde, puis du gouvernement, pour aller dire non à quelque chose qui serait intéressant. J'en ferai plus de ça. Il n'aurait plus. On va changer la formule. Moi, j'en bec plus là-dedans. Donc, vous, c'était que le développement régional relève du bureau du PM? Et là, la seule façon de changer ça, puis ça, c'est une petite entourloupette que j'avais faite. M. Bourassa l'avait vu, c'est sûr. Fait que là, j'avais vendu à M. Bourassa l'histoire de dire ça va relever du cabinet du premier ministre. Et là, quand ça relève du cabinet du premier ministre, quand le ministre qui s'appelait moi, qui relevait du cabinet du premier ministre, me sous l'égide du premier ministre,
s'en va au Conseil du Trésor, c'est comme si c'était le premier ministre là, qui voulait avoir certaines priorités. Ça fait que ça a été plus facile. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé pour la passer parce que là, c'était pas facile de passer, là. La majorité des sous-ministres au gouvernement dans le temps conseillaient à leurs ministres de ne pas embarquer là-dedans. Je les enlevais du pouvoir. Avant, c'était Québec qui décidait pour la région. Et puis là, j'avais institué ça. Ça fait que ça me prenait un sous-ministre en région. Les sous-ministres au central, ils n'aimaient pas ça parce qu'ils disaient, le sous-ministre qui est en région, il va me donner des ordres, tu sais. Puis là, il y avait des... Alors là, au début de la réforme Picotte, tout le monde trouvait ça génial, mais après ça, quand les ministres se sont fait dire par le sous-ministre, « Ouais, mais monsieur le ministre, vous ne contrôlez plus grand-chose, c'est tout Picotte qui va contrôler. » C'était pas tout à fait ça, mais c'était une façon pour eux autres de vendre ça à leurs ministres. Là, il avait commencé à avoir de la réticence. J'arrive au Conseil des ministres, puis là, je commence à avoir de la réticence de certains de mes collègues. Parce que là, les sous-ministres avaient dit, hey, on ne va pas dans ça, on va être épouvantable. Là, les sous-ministres au central n'avaient jamais pensé que moi, j'étais capable de vendre ça à M. Bourassa. Mais là, quand ils ont vu que ça s'en venait, ils ont dit, oh, il faut mettre un frein à ça. Ça fait que, à un moment donné, quand il y a eu trop de discussions, j'ai mis un peu de poing sur la table. Là, j'ai dit, regardez, j'ai tout perdu ce temps-là de moi, là. Regarde, je m'en allais me reposer chez nous. Fait que j'ai fait venir mon chauffeur, puis embarqué dans mon auto, puis j'étais allé prendre des vacances une semaine. Allez réfléchir. Puis là, M. Bourassa m'a appelé, puis il a dit, Yvon, il faudrait que tu reviennes. Il m'a revenu pourquoi? Avez-vous quelque chose de spécial au Conseil des ministres? Ben, il dit, je pense que les gens ont réussi à... Ils ont regardé ton affaire comme il faut, ils ont eu le temps de le digérer puis de l'étudier, tu sais. Ça... Évidemment, il y avait eu le temps de le faire en masse avant. Puis il a dit, reviens te présenter ton affaire, puis tout ça. J'ai dit, je vais y aller, mais tu sais très bien que si j'y vais, je fais pas de voyage pour rien. J'y vais, je n'irai pas pour rien. J'ai juste dit ça. Quand je suis arrivé, puis là, j'ai donné quelques explications. Toute ma réforme a passé comme ça. Et là, effectivement, bien, encore là, la réforme Picotte, ça s'est avéré quelque chose d'intéressant dans chacune des régions. Mais l'appareil est venu à bout quand même de tout ça, parce que, tu sais, on a grugé petit à petit, tu sais. C'est difficile de sortir, évidemment, de pouvoir de Québec, de pouvoir de l'appareil gouvernemental. La réforme Picotte a perduré 3-4 ans. Ça avait été juste de ceux qui m'ont suivi, probablement qu'elle aurait continué à perdurer, mais ils se sont fait avaler par plein de centralisateurs à Québec. Ça démontre depuis longtemps que la centralisation, ça fait crever les régions. Il n'y a pas besoin de faire un cours classique pour ça, là. Bon, moi, c'est ma conviction profonde. J'ai toujours défendu ça. Quand j'étais là, j'ai fait ce que j'avais à faire. La même chose au loisir chasse-pêche. Quand j'ai fait la loi anti-braconnage, il y a des gens qui m'ont reproché d'être plus sévère envers les gens qui maltraitaient les animaux puis qui faisaient du braconnage que la justice en a pour ceux qui commettent des crimes. Moi, je leur ai répondu dans le temps, quand je serai ministre de la Justice, je ferai une loi pour les crimes. Là, je suis ministre du braconnage, je fais une loi pour l'anti-braconnage. Alors, moi, je fais ce que j'ai à faire comme job. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire quand on est là. Cette réforme Picotte sur le développement régional a passé, mais à peu près à la même époque, le gouvernement fédéral a institué son propre ministère et ses propres politiques de développement régional. Est-ce que vous avez eu des frictions avec Ottawa? Ah oui, j'ai eu des frictions, c'est sûr. J'ai eu des frictions avec Ottawa à quelques reprises parce que je disais, regardez, vous allez embarquer dans nos priorités. Si vous voulez embarquer dans quelque chose, ça va être dans nos priorités. On va s'entendre parce que vous êtes condamnés à vous entendre. Sinon, ça ne marchera pas. On va vous bloquer. Hein? Vous êtes condamnés à vous entendre. Alors, ça sera toujours une partie de bras de fer. Tu sais, quand on est deux décideurs à la table, ça sera toujours une partie de convaincre l'autre. Merci beaucoup, M. Picotte. On continue la semaine prochaine. Merci.